Bonjour. Bienvenue à ce cycle de conférences, midi-conférence des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public, où il me fait plaisir d'introduire la communication de Madame Marie-Pierre Jolicoeur. Madame Marie-Pierre Jolicoeur est candidate au doctorat sous la codirection des professeurs Pierre-Luc Désiel de l'Université Laval et Mona Paré de l'Université d'Ottawa. Ce cycle de conférences est d'ailleurs intitulé Rencontre, regard croisé sur la justice. Et dans le cadre de ce cycle de conférences, Madame Jolicoeur nous présente une communication intitulée Les droits des enfants dans l'environnement numérique. Comment certaines stratégies peuvent être déployées par les systèmes juridiques québécois ou canadiens pour encadrer l'accès des jeunes à du matériel sexuellement explicite, autant pour moi. Et dans le cadre de cette communication, elle nous propose de réfléchir brièvement sur la manière dont le droit peut être utilisé pour protéger les enfants face à un problème particulier dans l'environnement numérique, notamment celui de leur accès au matériel sexuellement explicite. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Madame Jolicoeur pour sa présentation. Bon visionnement à vous. Bonjour à tous et toutes. Donc, je me présente Marie-Pierre Jolicoeur. Je suis doctorante en droit à l'Université Laval sous la direction du professeur Pierre-Luc Désiel de la Faculté de droit de l'Université Laval et de la professeure Mona Paré de l'Université d'Ottawa. Mon sujet de thèse porte sur la question des droits des enfants dans l'environnement numérique. Je remercie beaucoup le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal d'organiser en fait ce cycle de conférences et de me donner l'opportunité de venir vous parler de ce qui anime mes recherches au doctorat. Et je vais vous proposer aujourd'hui de vous dresser un peu un portrait. On va faire une incursion, si on veut, sur cette question de la manière dont les droits des enfants sont concernés par le numérique. Mais je vais utiliser la question de l'accès des jeunes à du matériel sexuellement explicite comme un cas d'espèce, donc comme un sujet un peu plus spécifique pour traiter de cette question plus englobante là, de qu'est-ce que le droit peut faire pour mieux encadrer l'utilisation des technologies par les jeunes. On va faire certains rapprochements entre le droit et l'éthique, deux disciplines qui sont distinctes mais complémentaires aussi. Donc, on veut développer des technologies numériques qui sont éthiques dans l'usage qu'on en fait, mais aussi dans le design de la technologie elle-même. Donc, c'est des questions qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, en guise de propos introductifs, je vous propose de dresser un très bref portrait de cette question de la place du numérique dans la vie des enfants, simplement pour vous mettre en perspective qu'on n'a pas un si grand recul que ça finalement sur le plan historique. On n'a pas énormément d'études longitudinales, en fait, on n'en a pratiquement pas sur cet impact qu'a le numérique dans la vie des enfants, puisque le numérique est arrivé très, très, très rapidement dans nos vies. Mais il faut dire, par contre, qu'au début des années 60, il y avait déjà un écran qui dominait dans la vie des enfants et c'était la télévision. Donc, au début des années 60, les téléviseurs se sont démocratisés au sein des foyers. Et il y a une thèse de doctorat qui a été écrite sur cette question de l'impact de la télévision dans la vie des jeunes. Et déjà à l'époque, là, en 1964, c'était 51% des jeunes qui passaient plus de 2 heures par jour devant la télévision. Et ça provoquait toutes sortes d'impacts. Des impacts positifs comme des impacts négatifs sur leur développement, sur leur santé. Entre autres, une baisse quand même du temps passé à certaines activités comme la lecture, le fait d'aller au cinéma, écouter la radio, s'ennuyer, tout simplement, mais aussi des effets très positifs par rapport à l'accès à l'information, le développement aussi par rapport à des nouveaux centres d'intérêt, des nouveaux loisirs, là, etc. Ensuite, c'est l'ordinateur qui est apparu au sein des familles, au sein des foyers. Ça s'est tranquillement démocratisé. Et au début, pour pouvoir utiliser Internet, il fallait couper la ligne de téléphone
à la maison. Donc, on le faisait plutôt avec parcimonie. Donc, ce n'était pas un temps là, de connexion qui était quasi constant comme c'est le cas aujourd'hui. Mais quand même, tranquillement, là, le fait d'avoir accès à des pages web qui nous permettaient de communiquer entre nous puis d'avoir accès à toutes sortes d'informations, c'était vraiment, c'est arrivé aussi avec une grande promesse de liberté. Et en fait, je trouvais intéressant de vous reproduire, là, je vous la lirai pas au complet, mais la déclaration d'indépendance du cyberespace qui a été rédigée en février 1996. Et c'est cette idée, en fait, qu'on avait au départ que les gouvernements ne pouvaient pas s'approprier Internet. Donc, qu'Internet était vraiment à l'extérieur des frontières des pays et qu'on était pas du tout dans une logique juridique, donc dans une logique d'encadrer, de normer. On appréciait cet espace numérique comme un nouvel espace public. Et là, au dernier paragraphe, on dit que le cyberespace est fait de transactions, de relations et de la pensée elle-même qui forment une onde stationnaire dans la toile de nos communications. Notre monde est à la fois partout et nulle part, mais il n'est pas où vivent les corps. Donc, c'est de moins en moins vrai qu'on parle d'un vide juridique en matière de cyberespace. Il y a plusieurs lois et entre autres, vous allez voir, en matière pour protéger les enfants, il y en a de plus en plus dans différents secteurs du droit. Mais quand même, il y avait cette philosophie-là dont certains sont encore très, très ardents d'éviter de laisser une liberté d'expression, une liberté d'action très, très grande dans le cyberespace. Mais quand même, il y a eu des tentatives dans les années 90 et là, je vous pointe la partie droite de mon écran, de quand même essayer de développer une certaine éthique dans l'usage qu'on faisait de l'informatique. Le tableau que je vous ai reproduit, c'est le Computer Ethics Institute qui proposait les 10 commandements d'Internet. Ça a été rédigé, en fait, à l'issue d'un colloque interdisciplinaire. J'ai trouvé ce tableau dans une thèse doctorale de Flora Fisher, qui est vraiment un travail extrêmement intéressant qui a été réalisé sur les normativités des technologies numériques. Et vous remarquerez le caractère un peu biblique au départ de ces commandements d'Internet. Donc, on disait, tu n'utiliseras pas l'ordinateur pour nuire à autrui, tu n'interféreras pas dans les travaux informatiques d'autrui, tu n'espionneras pas les fichiers d'autrui, donc cette idée de vie privée, tu n'utiliseras pas l'ordinateur pour voler, etc. Là, j'en saute quelques-uns. On dit que tu ne t'approprieras pas les acquis intellectuels des autres, tu utiliseras toujours l'ordinateur, là, je suis au dernier, avec considération et respect pour autrui. Donc, ça, c'est en fait dans les années 90, mais là, au début des années 2000, donc je reviens à ma ligne du temps, le modèle d'affaires d'Internet a complètement explosé. En fait, un modèle qui est maintenant vraiment centré sur la collecte de données. Là, on donne toutes sortes de noms, en fait, à au capitalisme de surveillance. Donc, cette idée vraiment d'être constamment les données, en fait, sont recherchées par les plateformes du web et ça fait en sorte, en fait, que le numérique, notre connexion au numérique est de plus en plus élevée là, en termes d'heures qu'on passe en ligne et on passe plus seulement du temps connecté devant l'ordinateur, on passe aussi du temps connecté sur notre cellulaire, notre tablette, notre portable, là, etc. Et aujourd'hui, et ça a été, les statistiques ont été exacerbées, si on veut, par la pandémie. On parle de familles connectées, donc l'Internet qui a une place très, très grande à la maison. Et j'avais quelques données. En fait, si ça vous intéresse, c'est l'Académie de la transformation numérique qui a réalisé l'enquête Net Tendance en 2021 sur la place que les médias numériques occupaient dans la vie des enfants et des adolescents. Et c'est plus de 71% des enfants âgés de 6 à 17 ans qui passent un temps élevé sur la tablette électronique, plusieurs heures par jour. On parle d'un 8 à 9 heures là, pour les adolescents.
Et donc, cette grande place-là qui est occupée par le numérique dans la vie des enfants, ça a amené les grandes organisations protectrices de l'enfance sur le plan international, donc à s'intéresser à ces questions. En 2017, UNICEF a rédigé un rapport complet sur la question de la relation qu'entretient les enfants à travers le monde et les technologies numériques. Encore une fois, je vous en recommande la lecture. Et il y a vraiment un ton très, très nuancé qui se veut pas du tout dans la panique morale ou un ton pas du tout alarmiste, mais à l'inverse, on n'est pas non plus dans la technophilie ou dans le fait de dire que les technologies, c'est seulement positif pour les jeunes. Donc, on a vraiment une idée d'équilibre. Donc, au début du document, on va nommer quelques exemples, entre autres un garçon qui était atteint de paralysie cérébrale et qui, grâce à des outils de chat, de conversation en ligne, peut interagir avec ses pairs. Mais ce serait difficile de nier que sur le plan des droits de l'enfant, c'est un usage qui est positif des technologies numériques. À l'inverse, le fait, tout ce qui concerne en fait la question de l'utilisation excessive qui peut compromettre le développement, la santé de l'enfant dans le début de la vie, hein, quand la plasticité du cerveau est maximale, quand le développement cognitif est très, très, très accéléré, bien là, on peut parler de risques, de conséquences négatives potentielles de l'utilisation des technologies numériques sur les enfants. Les enjeux qui concernent la vie privée, la cyberintimidation, un peu plus tard aussi, toute la question du partage de photos à caractère intime, qui est une infraction criminelle, en fait, au Canada. Donc, il y a cette balance-là tout au long du rapport où on essaie même de dénoncer ou de dire en fait que la fracture numérique, le fait de ne pas avoir accès à Internet du tout, parce que dans certaines régions du monde, c'est le cas, ça peut être aussi nuisible pour les enfants qu'une utilisation excessive ou avec des contenus inappropriés. L'Organisation mondiale de la santé en 2019, donc avant la pandémie, qui est venue dire "To grow up healthy, children need to sit less and play more", donc en référence au fait qu'à un jeune âge, il faut passer du temps avec à développer en fait nos compétences socio-affectives, nos compétences cognitives, relationnelles dans la vraie vie, dans un monde non numérique. Et la grande défendresse des droits des enfants, l'honorable Lyndon Pearson, qui est venue dire en fait qu'il y avait des nouveaux défis qui étaient très, très, très notoires là, sur les droits des enfants, entre autres dans le plan du Digital Universe, donc dans l'environnement numérique, et elle faisait aussi référence au changement climatique. Et sur le plan national, ça fait en sorte qu'il y a quand même déjà des États qui ont été de l'avant pour légiférer, pour adopter des lois, pour encadrer, pour prévenir en fait certains préjudices donc sur les enfants. La Chine, entre autres, dans un contexte politique un peu particulier, mais quand même qui est vraiment venu utiliser le droit dans sa force vraiment contraignante avec des sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros, où on interdit en fait aux parents de laisser les enfants utiliser des produits électroniques sur une période de temps non raisonnable, en particulier entre l'âge de 0 et 2 ans. Ensuite, pour l'Italie, on parle d'une proposition de loi pour lutter contre la nomophobie, donc dans la peur de se retrouver sans son téléphone cellulaire. Et cette loi est vraiment rédigée dans une perspective de sensibilisation, d'éducation. Donc, on est moins dans une perspective de droit de sanction ou de droit contraignant, vraiment plus le droit dans sa force symbolique, sa capacité, la capacité en fait de la santé publique à agir pour mettre en place des campagnes et des outils en fait de sensibilisation. Du côté du Canada, cette année, en fait, il y a eu un projet de loi très, très important, le projet de loi S-210, qui a été initié par la sénatrice indépendante Julie Miville-Deschênes, donc qui est un projet de loi qui vise à limiter l'accès en ligne des jeunes à du matériel sexuellement explicite. Donc, le thème sur lequel je vais me prononcer davantage dans le cadre de mon écrit. Et les objectifs de cette loi, en fait, c'est de mettre à niveau la législation nationale pour limiter les
les conséquences d'un accès trop fréquent, trop facile à la pornographie chez les jeunes, de protéger les Canadiens, en particulier les jeunes femmes, parce qu'on sait que la pornographie, c'est souvent des scénarios extrêmement stéréotypés où on fait la promotion de la violence aux femmes, donc des scénarios très, très clichés où la femme va être utilisée comme un objet, on va promouvoir la soumission donc, il y a vraiment une lutte aux stéréotypes aussi et à la violence faite aux femmes dans l'idée du projet de loi. Et l'autre objectif de cette proposition de loi très, très, très récente, donc 2021, c'est de dissuader les organisations de l'industrie de rendre accessible du matériel explicite à des fins commerciales, donc entre autres en proposant un système de vérification de l'âge qu'on vient pour se connecter. Et un peu plus tard dans la présentation, je vais vous donner aussi d'autres exemples de la manière dont on peut réfléchir à cette limitation de l'accès à la pornographie, à du matériel sexuellement explicite chez les jeunes. Dernier exemple d'initiative sur le plan national. Donc, au Québec, il y a eu une consultation du gouvernement du Québec sur la question du numérique et la santé des jeunes, donc des faits en février 2020. J'ai participé à la journée du 27 septembre 2021. C'était vraiment un très bel exercice interdisciplinaire. Il y avait des représentants, par exemple, de l'industrie scolaire. Il y avait aussi des gens de l'industrie du jeu vidéo. Il y avait le président de l'Ordre des optométristes du Québec. Il y avait des gens du secteur, peu de gens du secteur juridique, mais il y avait beaucoup de gens du domaine, c'est ça, de la santé et de l'éducation. Et très, très, très récemment, en fait, moi, je l'ai reçu là, il y a quelques jours, là, est sortie, en fait, la stratégie québécoise sur l'utilisation des écrans et la santé des jeunes. Donc, un plan d'action de 2022 à 2025. Moi, en fait, c'est un document qui va être extrêmement riche dans le cadre de ma démarche doctorale, qui propose des pistes vraiment dans une perspective interdisciplinaire pour s'assurer que les enfants grandissent dans ce qu'on peut appeler un bien-être numérique, donc une utilisation qui va être saine des technologies. Toutes ces initiatives sur le plan national s'inscrivent dans un contexte où, sur le plan international, il existe la Convention sur les droits des enfants, dont le Canada est signataire, en fait, depuis 1989. Bien sûr, la Convention a été adoptée dans un monde pré-digital, donc à l'époque, on n'avait pas Internet, mais il y a quand même plusieurs des dispositions de la Convention qui peuvent être mobilisées, questionnées et qui trouvent application dans l'environnement numérique. Je vous ai indiqué quelques dispositions, entre autres l'article 3, donc sur la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est une considération primordiale pour les États signataires. Je vous mentionne aussi que la Convention, c'est un des textes juridiques, en fait, qui a été le plus ratifié à l'échelle mondiale. Pour l'instant, il y a seulement les États-Unis et la Somalie qui manquent à l'appel. Donc, c'est une convention qui doit être respectée, donc qui est contraignante. Les États doivent faire rapport de ce qui a été mis en place pour respecter les droits qui sont prévus, qui sont protégés dans la Convention auprès du Comité sur les droits des enfants des Nations unies. Un deuxième article extrêmement important dans le cas des écrans, puis dans le cas aussi de la question de la pornographie et du matériel sexuellement explicite, du contenu violent, c'est l'article 5 avec la notion des capacités évolutives de l'enfant, donc où on réfléchit en fait à imposer un cadre des normes qui tiennent compte du fait qu'un enfant de 5 ans face à un contenu violent, un contenu sexuel, bien, c'est sûr que c'est pas la même chose qu'un enfant de 17 ans. Donc, il y a vraiment cette prise en compte de l'évolution pour pas tomber dans une surprotection, dans une attitude qui serait paternaliste, mais pour pas non plus risquer, en fait, de faire subir un préjudice à l'enfant qui peut être, en fait, très important. Dans le cas d'un jeune enfant, la littérature scientifique parle par rapport à un visionnement là, qui serait vraiment précoce de contenu sexuellement explicite ou violent. Ça peut créer, en fait, un choc psychologique, une répulsion, pardon, par rapport à la sexualité, même, en fait, de l'anxiété très importante par rapport à des images qui reviendraient en tête, surtout aussi dans le cas des enfants qui vont tomber par accident ou qui ne voulaient pas nécessairement visionner ce contenu-là, mais qui l'ont fait
parce que c'était tellement facile avec d'autres amis par acte de bravoure, etc. Article 19, donc protéger l'enfant contre toute forme de violence, c'est aussi la violence qui peut être présente dans les médias. L'article 27, l'idée que l'enfant a le droit à un développement de vie suffisant qui permet un développement physique, mental, spirituel, moral et social sain. Et l'article 31, le droit à des activités récréatives appropriées pour son âge, le droit à des loisirs, le repos. Donc, tout c'est, et c'est, en fait, c'est pas exclusif. L'article 12 aussi qui est important de promouvoir la participation de l'enfant, le respect de son opinion. Donc, c'est pas exhaustif, pardon, mais c'est des normes, c'est des dispositions qui trouvent application dans le contexte de la relation que les enfants entretiennent avec les technologies numériques. En 2021, on est venu adopter une observation générale sur les droits des enfants en contexte numérique et le but d'une observation générale, donc c'est la 25e, il y en a eu 24 avant ça. Par exemple, la 24e portait sur les droits des enfants dans le système de justice pénale. La première portait sur les buts de l'éducation, celle qui est en cours de rédaction présentement porte sur les droits des enfants en lien avec les changements climatiques. Donc, à chaque année, il y a un nouveau thème, il y a en fait, on s'intéresse à un nouveau sujet et on indique aux parties, en fait, comment promouvoir la mise en œuvre de la Convention, comment les aider à remplir leurs obligations. Et cette observation, c'est un document, en fait, qui est vraiment... Bien là, j'utilise en fait des mots. J'ai participé à un séminaire il y a quelques semaines à Genève et celle qui était en charge de la rédaction en fait de cette observation était la présentatrice et elle était extrêmement fière. Elle a utilisé le mot extraordinaire pour décrire le document. C'est 125 dispositions qui vraiment couvrent plusieurs sujets et c'est vraiment le fruit d'un grand investissement en temps, en effectifs. Bien sûr, on a consulté des experts qui proviennent de 28 pays, mais surtout, en fait, on a consulté 709 enfants pour arriver au document final. Donc, quand je parlais de l'article 12 tout à l'heure sur la participation des enfants, sur le fait d'écouter leur opinion, d'écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à des sujets qui les concernent, bien, ce texte-là est une belle démonstration. À l'article 4, on dit « Les droits de chaque enfant doivent être respectés, protégés, mis en œuvre dans l'environnement numérique. Les innovations dans le domaine des technologies numériques ont sur la vie et sur les droits des enfants des effets qui sont importants, interdépendants, même lorsque l'enfant n'accède pas à Internet. » Donc, je vous ai aussi reproduit quelques articles, en fait, et à l'article 1, on dit que les enfants qui ont été consultés au fin de la présente observation ont souligné que les technologies numériques étaient essentielles pour la vie des enfants. Et on va même, et ça c'est une première dans une observation générale, on va même citer carrément la parole des enfants. Un enfant va dire, les technologies numériques me font découvrir des aspects très importants à la manière dont je m'identifie. Donc, en termes de diversité sexuelle, en termes de diversité aussi d'opinion, d'information, diversité culturelle. Un autre enfant va dire, quand tu es triste, Internet peut t'aider à avoir des choses qui t'apportent de la joie. Comment l'observation est divisée, c'est en différents thèmes. Par exemple, à l'article 19, on parle de ce qui, moi, m'intéresse particulièrement dans le cadre de ma démarche doctorale. Donc, j'ai souligné en rouge les risques, les possibilités associées à l'interaction des enfants avec l'environnement numérique qui varie en fonction des âges et du stade de développement. Et là, on dit les États devraient être guidés par ces considérations lorsqu'ils conçoivent des mesures qui visent à protéger les enfants. Ça doit s'appuyer sur les meilleures recherches disponibles. Et c'est à l'article 15 qu'on parle d'une attention particulière aux effets des technologies quand la plasticité du cerveau est maximale et quand les relations avec les parents et les personnes qui s'occupent de l'enfant est déterminant pour son développement cognitif, émotionnel et social. À l'article 25, on parle de la protection de l'enfant contre les risques, les cyberagressions, l'exploitation sexuelle et les abus sexuels qui sont facilités par les technologies numériques. Donc, les agresseurs qui, maintenant, peuvent suivre la personne jusque dans son environnement, jusque dans sa vie privée chez elle. Et on parle de l'équilibre à l'article 98. Donc, encore une fois, un document qui est rédigé dans un langage qui est accessible et qui s'adresse à différents sujets dont la question de la pornographie. Un exemple, en fait, que je trouvais intéressant, c'est une décision des tribunaux québécois de la Cour supérieure du Québec. Donc, ça va être, en fait,
un exemple que je vais vous montrer avant ma dernière diapositive qui va porter plus spécifiquement sur l'éthique du numérique en lien avec cette question de l'accès à du matériel sexuellement explicite. Mais cette décision-là, je la trouve super intéressante parce que c'est un exemple où, sans loi particulière, donc sans avoir adopté le projet de loi de la sénatrice Miville Deschênes, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, donc vraiment avec les normes existantes, le juge est venu dans la balance des facteurs, puis dans sa lecture des faits, en fait, dans une décision en droit familial. Donc, je vous rappelle brièvement, je vous contextualise brièvement le litige. Madame qui exerçait la garde d'un enfant jusqu'en 2017. Ensuite, il y a eu une garde partagée et monsieur doit verser une pension à madame. Donc, un cas vraiment classique là, de garde d'enfants. Et là, en 2019, l'objet du litige, c'est que chacun demande la garde exclusive de l'enfant. Et le principal reproche dans cette affaire qui est formulé par monsieur contre madame, c'est la question de la gestion du numérique à la maison, plus spécifiquement le fait que l'enfant aurait visionné du contenu qui était inapproprié pour son âge. Donc, je vous lis le paragraphe, on dit « Monsieur témoigne qu'en août 2019, sa conjointe constate sur le cellulaire de l'enfant que celui-ci affiche un temps d'écran qui totalise 2h30 en lien avec un site pornographique pour une moyenne de 21 minutes par jour. L'historique de navigation affiche que plusieurs vidéos pour adultes furent consultées le 29 juillet et du 12 au 15 août. Ces dates correspondent aux périodes où l'enfant était chez sa mère. Donc, dans l'évaluation de la preuve, dans la prétention de chacune des parties, il y a cette idée maintenant qu'on ne va pas seulement s'intéresser à comment l'enfant va être nourri à la maison, est-ce qu'il va dormir un nombre d'heures adéquat, est-ce qu'il va faire ses devoirs, est-ce que, l'éducation, dans toute l'éducation, la capacité parentale, il va avoir cette manière dont le numérique va être géré à la maison. Et ma dernière diapositive, en fait, c'était cette idée de vous parler de l'éthique by design appliquée à un cas d'espèce, soit celui de l'accès à la pornographie aux mineurs. Et ce cas plus précis que je vais développer davantage dans le cadre de ma publication fait le lien avec l'article 26, la disposition 26, le paragraphe, en fait, que je devrais dire, parce qu'une observation, c'est pas une loi formelle ou un texte juridique international formel non plus, mais en fait, au paragraphe 56, on dit « Les contrôles de contenu, les systèmes de filtrage et les autres techniques axées sur la sécurité devraient être utilisés pour prévenir les flux de matériel nocif auxquels ont accès les enfants. » Et donc, pour que le cyberespace soit le reflet de nos valeurs juridiques et de ce qui est le cas dans le monde réel, donc soit qu'on veut prévenir l'accès, limiter l'accès des jeunes à du matériel, du contenu inapproprié pour leur âge, sexuellement explicite, il faut agir sur le numérique. Il faut accorder de l'importance non seulement à l'usage que les enfants font du numérique, donc les éduquer, faire en sorte qu'ils n'aient pas accès à ces sites-là, mais aussi au design des technologies. Donc, en fait, il y a tout un mouvement en éthique qu'on appelle l'éthique by design. Donc, on parle parfois de security by design, privacy by design, on parle même d'écologie by design. Donc, c'est cette idée d'avoir une technologie qui, dans les fonctionnalités, dans ce qu'elle permet, revêt son caractère éthique, incarne certaines valeurs. Et, entre autres, avec les exemples que je vous ai énumérés, on a différentes fonctionnalités où on vient créer, et là, je reprends les mots du professeur de droit Laurence Lessing qui parle de zoning. Donc, on vient créer des périmètres, des zones dans le cyberespace où, par exemple, on va pouvoir filtrer le contenu ou créer un profil pour les enfants ou un profil adolescent où on va bloquer l'accès à certains sites, ou bien on peut aussi, quand c'est un mode enfant, laisser l'accès à choisir certains sites auxquels l'enfant a accès, ou à l'inverse, on peut bloquer certains sites auxquels l'enfant n'aura pas accès. Donc, quand je vous parle de cette notion de capacité évolutive de l'enfant, donc on peut choisir l'une ou l'autre des stratégies selon l'âge de l'enfant. On peut aussi choisir un mode école, par exemple, donc limiter les activités récréatives, même si elles sont appropriées, mais quand on veut, par exemple, que l'enfant utilise la tablette pour faire ses devoirs, faire ses travaux scolaires.
On peut également utiliser des filtres. On peut activer ces fonctionnalités-là sur différents outils à la maison. Donc, je vais développer de manière un peu plus spécifique la description de chacune de ces stratégies-là dans le cadre de ma publication, mais je voulais quand même vous parler de cette stratégie-là qui peut être déployée de manière combinée à des normes étatiques, donc de vérification d'âge ou de limiter ce que l'industrie pornographique peut faire. Mais cette idée très, très effective d'agir, de faire participer, en fait, les géants du numérique que sont Google, Netflix, YouTube, Apple, etc., à cette protection des enfants dans l'environnement numérique. Et cette idée que l'intérêt supérieur de l'enfant aussi, qu'on ne priorise pas les intérêts commerciaux sur les intérêts, l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a bien sûr un équilibre à avoir, donc tout ce que j'ai dit dans ma présentation aujourd'hui, et j'en arrive à ma conclusion, n'occulte pas le fait que une utilisation saine des technologies par les enfants, ça passe aussi par l'éducation. D'abord, en fait, par l'éducation. Donc, maintenant, la citoyenneté numérique, les compétences numériques, c'est des compétences qui sont enseignées et qui doivent être enseignées dans les écoles. La relation qu'entretient le numérique dans la famille, en fait, donc comment le parent gère le numérique à la maison, en montrant l'exemple aussi, en prévoyant des moments en famille où on met de côté les écrans. Il y a une campagne extrêmement intéressante au Québec qui est la campagne Pose ton écran, qui propose différents outils en ce sens-là aux familles. Donc, c'est une question transversale, interdisciplinaire. C'est une question, bien sûr, qui intéresse le droit. J'espère en fait, j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous aura en fait informé sur cette question des droits des enfants dans l'environnement numérique. Je suis à votre disposition si vous désirez communiquer, me poser des questions, faire certains échanges en fait sur des points, avoir des éclaircissements. Je suis disponible par courriel, par LinkedIn, ça va me faire plaisir. Je remercie encore le Centre de recherche de droit public de l'Université de Montréal d'organiser ce cycle de conférences et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.